Merci de nous refaire confiance. Ce numéro des invités est consacré à la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, le sujet des frères, la chronique en RDC, en dehors même de nos frontières, dans la diaspora, on en parle beaucoup. Un débat d'individus ou tout simplement un débat de la nation congolaise. Quand on regarde comment les choses se passent, l'archevêque de Kinshasa est en train de parler à la jeunesse catholique, pas toute la jeunesse congolaise, la jeunesse catholique. Oui, on sent que l'approche, c'est une approche très incisive, invective. On sent que c'est l'individu, Tshisekedi, qui est mis en cause ou qui est visé. Mais avant, c'est donc Kabila, Katumbi et Fayoulou qui ont fait aussi, ou qui ont formé leur front anti-Félix Tshisekedi. Bozito Adolphe, opposant lui aussi, vient de donner de la voix. Le nouvel élan, son parti, est favorable à la révision constitutionnelle. Félix Tshisekedi lui-même, il a une approche provocatrice. Est-ce qu'il écoute ses conseillers? L'arbitre devait en toute dernière minute peut-être procéder autrement, mais quand on l'a suivi à Kisangani et même dans le Haut-Katanga dernièrement, est-ce que cette approche vaut la peine? Nous nous interrogeons, nous nous questionnons à haute voix avec l'invité de ce numéro, Emmanuel Ilunga Kasongo. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président national de l'Action républicaine pour le progrès. ARP, c'est votre parti. Vous êtes ancien ministre délégué aux affaires étrangères, ancien ministre des affaires foncières sous Tshibala. Comment on l'appelait encore? Monsieur Tshibala, ancien premier ministre. Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire de vous. Vous avez plusieurs casquettes, mais qui ne sont pas importantes pour ce numéro. Votre parti se dit républicain, fondé sur des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je remercie Dieu, tout d'abord, qui nous permet que ce moment puisse exister. Quel Dieu? L'Éternel. Vous tous, vous parlez des dieux. De Dieu, l'Éternel, les le créateurs de toutes choses. Tout-Puissant, là, le maître des temps et des circonstances. Après, chaque civilisation a le contenu qu'il met dans le nom des dieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est le créateur de toutes choses. Alors, vous reconnaissez qu'il est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est également le Seigneur, le Sauveur de l'humanité? Qui est le Sauveur de l'humanité était perdue? Je suis en train de poser une question. Vous me retournez mais je voudrais une savoir question. si l'humanité Vous avez était parlé de Dieu. Vous dites Oui. c'est l'éternel Dieu. Oui. Est-ce que vous reconnaissez qu'il Oui. est le Père de Jésus-Christ qu'il a envoyé pour sauver l'humanité? Le Père de tout le monde, parce qu'il est notre créateur à tous. Vous comprenez? Il n'est pas le Père d'un individu. Il est le Père de tout le monde. Il est le créateur. Comme mes ancêtres le disaient, c'est le créateur de toutes choses. De l'air, de la vie, des animaux. Parce que les animaux aussi le glorifient. Il a créé tout. Ben, bien sûr. Mais Voilà. qui est Jésus pour vous? Parce qu'il a suivi Sarkozy dernièrement. Il a dit c'est la personne qu'il veut rencontrer pour la première, qu'il tient à rencontrer. Alors, oui. C'est un sujet à discussion. On va évoquer ça Voilà. après. Mais pour l'instant, parlons de ces valeurs. Oui. Oui. Alors, nous, nos valeurs, ce sont des valeurs républicaines. D'abord, la patrie. Pour la patrie, nous exigeons une probité morale pour les gens qui doivent conduire les affaires d'État, les affaires politiques. Probité morale. Probité morale, oui, irréprochable. Ça doit être des personnes qui sont dévouées à la cause de la nation, à la cause publique. Et si nous avons... Loin des détournements, Loin, ça, les détournements... loin du mensonge. Le mensonge, les détournements, tout ce qui peut amener le pays dans une direction dégradée. Vous comprenez? Ça, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Oui. Alors, en dehors de celui-là, ou de cette valeur-là, nous avons les valeurs de la famille. Pour nous, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants.
C'est comme ça qu'on peut élever une famille d'une manière ordonnée, et la famille, la patrie. Parce que la patrie est composée des familles. Mais il y a des familles dont, en Europe, où vous avez vécu pendant longtemps, il y a des familles qui ont, dans lesquelles on retrouve un homme avec des enfants adoptés, et puis d'autres, c'est une femme avec des enfants adoptés. Est-ce que ARP prône de telles valeurs, Non. entre guillemets? Ça, je vous dis tout de suite, non. Nous sommes dans la famille traditionnelle, comme Vladimir Poutine en Russie. C'est un père et une mère. Parce que c'est les deux qui font naître quelqu'un. Un homme et un homme ne peuvent pas avoir un enfant. C'est la fin de la civilisation. Une femme et une femme ne peuvent pas avoir un enfant. C'est la fin de la civilisation. Sinon, il faut fabriquer des enfants dans des éprouvettes. Et ce n'est pas notre choix. Vous êtes l'une des personnalités politiques congolaises les plus courageuses quand vous abordez cette matière sur la place publique, et avec courage, en prenant toutes ces valeurs. Beaucoup de gens veulent échapper. Veulent échapper à ça. La patrie, la religion, la morale. Et la famille. Et la famille. Bien sûr. Moi, je défends, j'explique. Je ne suis pas vindicatif, mais j'explique pourquoi et comment. Parce que si vous n'avez pas des familles organisées, ordonnées, vous n'aurez pas un État organisé et ordonné. Donc, il faut commencer par la famille. Et puis, vous aurez une patrie correcte. Et les gens vont avoir une vie sociale correcte. Vous aurez des gens éduqués, élevés. Et la vie sociale, l'acceptation sociale, sera mieux qu'une société désorganisée. Avec un tel discours, avec de telles valeurs, votre parti ne serait pas le bienvenu chez les socialistes ou les sociodémocrates, par exemple? Vous savez, nous, on a des valeurs qui ont traversé les temps, depuis la création de l'humanité, qui ont traversé les temps. Nous, on ne fait que porter ces valeurs que nos ancêtres ont ramenées jusqu'à nous. Après, si les gens veulent changer les choses, les règles de l'univers, ils veulent les changer. Faire en sorte qu'un homme puisse tomber enceinte et faire des enfants. À ce moment-là, je ne sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas, nous défendons le fait qu'il y ait un homme, une femme et des enfants. Bravo pour ces valeurs. Apparemment, un parti qui se rapproche de Trump et des Républicains. Nous les soutenons aux États-Unis. Nous sommes de droite, nous. Nous soutenons Trump énergiquement. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'étais aux États-Unis juste pour voir un peu l'ambiance. Et je le soutiens totalement. Pourquoi l'Europe s'agite maintenant avec ses dirigeants depuis l'élection de Trump? Question extra causa. Très bien. Vous savez, la guerre qui se passe en Ukraine a plusieurs dimensions. Je vais évoquer juste une petite dimension en ouvrant la parenthèse. C'est celle-là, la première dimension, c'est celle où l'Europe voulait étendre l'OTAN, donc leur organisation de l'Atlantique Nord, jusqu'aux frontières de la Russie. Alors qu'ils ont promis, lorsque l'Union soviétique a explosé, de ne pas avancer. Il y avait aujourd'hui la Roumanie, qui était une république socialiste soviétique, dans les girons, il est passé de l'autre côté, dans l'OTAN. Il y a tous les pays qui sont tout autour de la Finlande et autres. Et donc les Russes se sentent en danger. Pourquoi? Parce que si vous avez des missiles à vos frontières tournés vers vous, vous aurez du mal à vous défendre. Parce que pour les missiles, 2-3 missiles, il suffit de 2-3 minutes, ça arrive dans la capitale. Et donc Vladimir Poutine a tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Très longtemps, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais malheureusement, les Européens n'ont pas compris. Ils ont continué jusqu'à mettre en place des laboratoires biomédicaux. Il y en avait au moins 17. Pour édenter l'ours. J'en sais rien, mais de tout ce qu'on a, des informations d'ici de là. Et donc, les services de renseignement russes ont compris qu'effectivement, ils sont en guerre. La paix, elle est superficielle, mais la réalité, c'est qu'ils étaient en guerre. Et donc, Poutine a frappé le premier. L'Europe, aujourd'hui, s'agite parce que, finalement, l'Europe est à nu. L'euro est déshabillé. Parce que les gens pensaient naïvement que l'Europe a des armes et des soldats. Ils n'ont pas. La plus grande armée, aujourd'hui, en Europe, c'est la France, avec 205 000 soldats.
Mais, 205 000, alors que la Russie... Mais le chef de cette plus grande armée européenne déclare qu'ils sont seulement des nations herbivores, c'est-à-dire ceux qui, ou celles qui broutent l'herbe. Non, et, non, c'était pas ça son expression. C'est un aveu d'impuissance. Non, mais c'était pas ça son... En fait, il expliquait au cours de son débat en disant, écoutez, si aujourd'hui, nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour faire échouer la Russie, pour que la Russie ne gagne pas, le lendemain, la Russie ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine. Ils n'ont pas les capacités parce qu'ils ont sous-traité. Ils ont sous-traité cette matière chez les Américains. Bien sûr, mais Emmanuel Macron, lorsqu'il parlait des herbivores, il disait « la Russie va venir nous dévorer ». Et nous ne pouvons pas être des herbivores. Si nous voulons être des herbivores, ne faisons rien aujourd'hui. Donc nous serons là à la merci des gens qui vont décider de notre destin. Bon alors, nous ne voulons pas être à la merci des autres qui vont décider de notre destin. Nous voulons décider nous-mêmes de notre destin. Et donc, nous devons nous préparer à la guerre. Nous quittons justement cette vieille Europe avec sa crainte, sa peur bleue. Depuis l'arrivée de Trump, bientôt le 20 janvier, il sera investi. On sait comment il s'y prend. Oui. Et l'Europe est au désarroi. Et on va voir les coups d'État et les guerres qu'ils orchestrent en Afrique. Ça va être compliqué, on va voir que ça va être compliqué. C'est le moment. Est-ce que c'est le moment que les nations africaines se prennent en charge quand on sait que ils sont prisonniers des cercles religieux, mystiques des Européens? Vous savez, la prison dans laquelle les nations africaines sont, c'est une prison volontaire. Il y a un écrivain, je crois que c'est au XVIIe siècle, qui s'appelait Étienne de la Boétie, qui a écrit un livre qui s'appelle « La servitude volontaire ». Ils disent, il y a des hommes et des nations qui se battent énergiquement pour leur servitude, comme s'ils se battaient pour leur liberté. La nation, pour qu'elle soit libre, elle doit libérer son peuple. Comme les dirigeants. Pour qu'un dirigeant soit libre, il faut que son peuple ait la capacité de réfléchir, de critiquer et de mettre ses valeurs sur la table des discussions. S'il y a un dirigeant qui ferme les portes, qui sert pour son propre bien, il n'est pas libre. Il s'enferme en fait. Et comme disait Hannah Arendt, le totalitarisme porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Un dirigeant comme ça, il s'est détruit, il s'auto-détruit sans s'en rendre compte. Donc on en est là. Question principale et la plus importante. Kabila, par ses hommes, oui. Et Chadari et les autres, Martin Fayoulou et Katumbi, par ses hommes qui sont ici, ont formé un front anti-Tshisekedi. Ils sont rejoints par quelques petits mouvements dits citoyens qui avaient encore vent en poupe il y a quelques années, mais qui ont été abandonnés par les services de renseignement étrangers qui les utilisaient. Et l'archevêque de Kinshasa, non mandaté par les évêques, a donné de la voix en tant que prélat catholique de la capitale. Ils sont tous dans ce front anti-Tshisekedi. Ont-ils tort ou raison de le faire? Parfait. Dans la démarche de la révision ou changement constitutionnel? Très bien. Vous savez, il faut pas sous-estimer les personnes ou les gens qui se battent pour certaines valeurs, pour conquérir certaines libertés. Donc les petits mouvements dont vous parlez, quand il y en a 10, ce ne sont plus des petits mouvements, ça devient un grand mouvement. J'ai parlé des petits mouvements, autres, on le voit sur les terrains qui ne représentent plus grand-chose. Très bien. Alors, ces gens, sont-ils en train de s'attaquer à un vrai problème? Sont-ils dans un débat de la nation ou un débat d'individus? Très bien. Mais vous savez, quand on regarde l'historique, l'Église catholique est constante. Elle est constante. Le combat que l'Église mène aujourd'hui, l'Église a mené le même combat hier. Laissez-moi terminer. Parlez de religion. Donc, on parle de l'Église catholique, parce qu'au Congo, ici, il n'y a aucune religion qui vaut
l'Église catholique. L'Église catholique est partout. Ça vous engage. Non, mais ça ne m'engage pas. Je dis ça vous engage. Vous n'avez pas les statistiques des paroisses. L'Église catholique a formé des esprits. Quel est le contenu Je vais vous dire, il y a Collège Boboto, tous les grands collèges dans toute la RDC entre les mains de l'Église. C'est pour vous dire tout simplement... On quitte la digression, on revient à la... Voilà. C'est pour dire tout simplement que l'Église, ce n'est pas une donne qu'il faut négliger. Au contraire, il faut prendre en compte cette donne et engager une discussion. C'est mieux que d'engager un combat. Il faut engager une discussion. Parce que dans le sujet de la Constitution, c'est un sujet qui clive. C'est un sujet clivant. Est-ce qu'il faudrait modifier la Constitution, donc apporter des amendements sur certains articles, ou est-ce qu'il faut les changer complètement? Le ton, excusez-moi, parce que c'est un sujet très important. Quand on écoute ce front, est-ce qu'on s'attaque à un individu ou on s'attaque à la démarche? Il faut que je termine ma réponse, parce que le sujet il est très important. Vous savez, quand on construit, surtout une constitution, on bâtit un État qui va nous survivre. Nous, on va partir, on va laisser la fondation. Donc on a tout intérêt à être très correct pour faire quelque chose de solide qui va durer ad vitam aeternam. Et donc, si c'est un combat d'individus personnels, on s'attaque à Félix. C'est pas comme ça qu'il faut faire la politique. S'attaquer à une personne. Parce que Félix ou pas, cette constitution, un jour ou un autre, devait être rétoquée. Parce qu'il y a des articles qui ne conviennent pas. Que ce soit Félix ou avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on est passé de 2 tours à 1 tour. Ça a été rétoqué. Donc pourquoi pas ça ne peut pas être rétoqué? Ce n'est pas forcément parce que le président Félix Tshisekedi a demandé de retoquer la Constitution ou de la changer qu'il faut lui prêter des intentions. Mais ceci dit, le président lui-même devait être clair. Moi, personnellement, si j'étais à sa place, je n'allais avoir qu'un seul mot d'ordre. J'allais venir voir le peuple, lui dire, ok, je viens vers vous pour modifier certains articles de la Constitution. Voici les articles. Vous soulevez... Je lui donne, je donne au peuple les articles qu'il faut modifier. Et je lui fais une proposition et on discute. Mais quand je viens, je dis ou modifier, ou changer, donc là, il y a un flou, personne ne sait qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc là, c'est pas bon. Là, c'est une communication qui est défaillante. Vous soulevez là un aspect très important, l'approche communicationnelle du président. À votre humble avis, le président, lorsque il est devant le peuple, sans discours, sur papier, et par moments, il se comporte en combattant, il retrouve ses réflexes de combattant. Oui, mais ça a toujours été un grand combattant, on l'appelait Rangers, moi. Oui, mais il est chef d'État aujourd'hui. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. Et quand il doit parler, est-ce que son approche, ça vaut vraiment la peine pendant ce temps ici, la manière dont il a fait à Kisangani, la manière dont il a fait dans le Haut-Katanga? Je pense que il y a des choses qu'il faut peut-être corriger. Je ne vais pas être trop dur avec les chefs de l'État. Non, mais moi je pose des questions. Je ne vous amène pas à parler comme moi. Non, mais bien sûr. Oui. Il y a des choses qu'on peut corriger, parce qu'il est président de la République, il est les garants. Les garants, c'est celui qui prend les côtés négatifs et le côté positif de toutes choses dans le pays. Il les met ensemble et il trouve un compromis. Vous comprenez? Donc c'est lui qui est les derniers recours, les derniers remparts. Donc la communication peut être améliorée. C'est un être humain, il peut avoir des défauts, comme tout autre être humain, et on peut corriger. Mais je pense qu'à ces stades-là, à ces niveaux particulièrement, on peut apporter des correctifs. Parce que le sujet, il est très important. C'est un sujet qui clive le pays. Et donc, lui doit être au milieu pour pouvoir canaliser les débats. Pour canaliser les débats. Parce que si le président lui-même porte ces sujets sur son dos, tout le monde va lui prêter des mauvaises intentions, même s'il n'en a pas. Son approche communicationnelle semble créer ce front anti-lui, un front qui est quand même, qui peut s'avérer très dangereux. Mais bien sûr que Est-ce que des stratèges en communication sont réellement dans la cour du chef et lui parlent avec franchise, avec beaucoup d'objectivité?
je pense, sans les langue de slogans, bois. sans béton, Ouais. sans évoquer trop de Ouais. formules de flatterie. Ouais, des flatteries, justement. Sans langue de bois, les services de communication du chef de l'État n'est pas à la hauteur. Nous sommes un grand pays, 2 345 000 km², avec autant d'habitants, plus de 100 millions. On devait avoir un service de communication capable de transformer les choses, de communiquer correctement pour que les peuples comprennent réellement quelle est la vision du chef de l'État. Beaucoup de gens aujourd'hui... Communiquer, c'est le contenu. Le contenu. Mais le contenu, c'est d'abord les conseillers politiques, Oui. les conseillers en cette Mais matière. j'ai bien dit qu'ils sont pas à et la tout ça, hauteur. est-ce que Mais ils sont ces pas- gens mais moi, je suis clair. parlent au chef avec objectivité? Non, moi je pense que non. Parce que moi j'ai été conseiller dans plusieurs endroits de certaines autorités. Et je sais comment ça se passe. Comment on prépare la communication d'un chef et comment on transmet sa communication à son chef et comment on le fait pour qu'il puisse communiquer à l'extérieur. Je l'ai fait. C'est un métier que j'ai fait. Et donc, je ne pense pas qu'ils sont à la hauteur. Ils sont là, mais ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. La preuve est là. La preuve, c'est que tous les sujets deviennent clivants. Ça devient un débat. Les gens, ils parlent de la Constitution. Souvent, ils sortent même de la Constitution pour dire « Talamanzela ». Awa sikoyo communication au kezando zongi journée na esili. Pour moi, obi ma sou ezate, ma boulou partout, ma embouteillage partout, et zalaka boité. Mais voilà, la communication doit porter sur des résultats. Vous savez... C'est que en Bongo, le cardinal évoque en parlant aux jeunes catholiques de Tchangou. Justement, est-ce que ça devait être ce débat-là? Pour parler de la révision du changement constitutionnel, est-ce qu'on devait évoquer les embouteillages, par exemple? Oui, parce que vous savez, quand vous venez avec un tel sujet, il faut le préparer en amont. Il faut le préparer en amont et faire du sparring partner. Quelqu'un doit jouer un mauvais rôle et l'autre doit jouer un bon rôle. Celui qui joue le mauvais rôle doit poser toutes les questions que les détracteurs peuvent poser. Et comme ça, en amont, on prépare des réponses. Vous comprenez? On prépare des réponses. Quand on vient voir le peuple, il faut souvent lui ramener des résultats. Les peuples vous aiment pas parce que vous êtes beau, ou bien parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes la solution à leurs problèmes. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Vous l'avez dit sur un plateau avant votre déplacement justement vers l'Afrique de l'Ouest. Vous disiez, il y a encore 4 ans, Félix Tshisekedi a encore de la chance que ce peuple le préfère, même au-delà de son mandat, si les infrastructures subissent un coup de... voilà, un coup d'accélérateur, oui. Et puis le social. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas si je suis écouté ou pas, mais le président de la République, le temps qui lui reste est énorme. Sur 4 ans, le président peut faire de la magie, transformer le ballon en essai. C'est faisable. Rien n'est impossible. Le gouvernement est composé sincèrement de beaucoup de gens insuffisants. Je ne vais pas être méchant en disant incompétents. Le gouvernement est composé de beaucoup de gens insuffisants. Beaucoup de ministres sont insuffisants. Si aujourd'hui, faites un exemple, posez-leur la question. Chaque fois que vous arrivez au bureau le matin, qu'est-ce que vous faites pour votre ministère et pour le pays? La plupart, ils savent pas. Ils signent des signataires et c'est tout. Et c'est dangereux. Le président a besoin des résultats. Je pense qu'il est grand temps qu'il fasse le ménage et qu'il compose un gouvernement des commandos. Des gens qui sont entièrement, qui prennent sa vision et qu'ils en fassent la leur. Vous savez, je vais mettre une parenthèse. Hitler, c'est un mauvais exemple, mais je prends quand même. En 1945, Hitler Adolphe, il a demandé à ses généraux, je vous laisse la liberté de prendre mes pensées, ma vision et d'en faire les vôtres sur les terrains. Et c'est comme ça que son armée était forte. Parce que les généraux avaient toute la largesse pour réfléchir sur les pensées du président et en faire les leurs. Il faudrait que les ministres comprennent ce que le président veut. Au jour d'aujourd'hui, très sincèrement, de vous à moi, la situation sociale dans le pays, sans langue de bois, elle n'est pas rose. Voilà. Monsieur Ilunga Kasongo, si nous prenons, je ne parle pas de mobiliser les fidèles
des paroisses pour les amener dans la rue, comme vous disiez toujours, vous étiez dans la logique des 50-50, Kabound le disait en son temps, ex-maître nageur. Nous prenons Kabila, après sa gestion des 8 ans. Nous prenons, avec ses lieutenants et tout, nous prenons Fayoulou. Et nous prenons Katumbi. Est-ce qu'il représente un poids en termes de mobilisation de la rue pour barrer la route à la révision ou au changement constitutionnel? Je ne dis pas barrer la route à Tshisekedi. Je pense qu'il faut qu'on soit concentré sur les propositions du chef de l'État. Parce que ce sujet a été soulevé par le président de la République. Le sujet de la Constitution. Je pense qu'il faut qu'on soit concentré sur cet aspect-là pour que nous puissions savoir exactement que veut le président. Le président de la République veut la modification de la Constitution, donc on rétoque, ou les changements de la Constitution. C'est ça la grande question. Il faut qu'on soit concentré, parce que nul aujourd'hui ne sait que veut le président réellement. Vous comprenez? Et donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette Constitution-là, elle n'est pas parfaite. Moi, je suis pour la modification. Je suis pour. Parce qu'il y a des articles qui posent problème. Emmanuel Ilunga, depuis qu'elle a été c'est la question qui devait venir. Vous, attendez. Emmanuel, ou bien ARP? Mon parti, y compris. Je vous dis ceci. Depuis que cette constitution a été adoptée, nous étions contre. J'avais évoqué cet article 217, dont certains disent, oui, il y a certains pays africains et consorts. À partir du moment où vous avez un article dans la Constitution, dès sa première lecture, l'article pose problème, clive. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est que cet article est mauvais. Parce qu'on devrait tous nous mettre, la Constitution, on devait nous mettre tous d'accord. Parce que c'est la matrice qui gère le pays, qui nous gère tous. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord sur certains articles, donc nous devons chercher à l'élaguer et trouver un compromis total. Ça, c'est un. Des deux. Sur la division des provinces. Mais cette division a favorisé les tribalismes. Parce que vous ne pouvez être gouverneur que dans votre province d'origine. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on n'a pas connu ça. Et moi, ça ne me réjouit pas. Parce que nous devons construire une nation. Pour bâtir une nation, nous ne pouvons pas les bâtir à partir de petites tribus constituées comme ça. Ça devient un puzzle. Et donc, tout ça, il faut retoucher la Constitution pour régler ça. Troisième point. Mais alors, laissez-moi terminer. Oui, Troisième point. Sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Moi qui vous parle, et d'autres Congolais. Moi, mes enfants, moi, je suis Congolais. J'ai refusé de changer ma nationalité, justement à cause de cet article. Mais mes enfants et autres, ils sont français, j'ai des enfants qui sont belges, des enfants de mes frères et tout consorts. Mais ils aiment leur pays. Et ils ont acheté ici. Et ils sont en train de construire dans ces pays, de faire des choses dans ces pays. Mais les Congos les empêchent parce qu'il faut chaque fois prendre des visas. C'est très embêtant. Parce que ces enfants-là, si même vous avez des enfants qui partent à l'étranger, est-ce qu'ils cesseront d'être vos enfants parce qu'ils vivent à l'étranger? Ils seront toujours, les liens est éternel. Ce sont ces liens-là que les Congos doivent conserver. Parce que d'autres États intelligents conservent ces liens. Donc cet article-là, il faut la changer. De dire, d'accord, la nationalité est une et exclusive, mais on peut trouver des formules. On a des gens intelligents. Nous avons des intellectuels un peu partout qui peuvent nous trouver des formules assez cohérentes, assez propres, qui peuvent être acceptées par tous. De l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour permettre aux Congolais qui sont australiens, qui sont canadiens. Moi, je suis allé plusieurs fois à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, de partout. Chaque fois, je vais voir mes amis. Quand j'entre, par exemple, dans la chambre de leurs enfants pour voir comment ils sont organisés, je trouve les drapeaux du Congo RDC en grand. Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds au Congo. Mais l'amour, là, est inconditionnel. Donc, on doit en tenir compte. C'est pas du pipeau. Et en plus, si nous voulons que nous ayons beaucoup d'argent dans notre pays, les 16 millions de Congolais vivant à l'extérieur, mais il faut les faire venir. Il faut les bichonner. Le Mali,
vit grâce à la diaspora. Ils ont une banque, la BIM, qui vous fait 7 milliards de dollars par an. Que de la diaspora. Nous, en diaspora, en 2012, les chiffres sont là. Moi, j'ai fait les statistiques. On a viré de l'argent, la diaspora a envoyé de l'argent au Congo, 9,7 milliards de dollars en 2012. Vis-à-vis du Congo. Mais le Congo n'a pas capté ça parce que manque d'organisation. Donc il y a des problèmes auxquels nous devons nous confronter. Parce que nous voulons bâtir une nation. De dire il y a un front Kabila, moi je trouve que c'est réducteur. C'est réducteur. Parce que quand on aime son pays, on fait des efforts maximum pour bâtir quelque chose de neuf, de nouveau, qui va souder, rassembler, qui va permettre à ce que la vie soit meilleure pour tous. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est là. Même si c'est Tshisekedi qui donne le ton, tu sais que nous devons faire. Mais essayons de faire ça ensemble. Essayons de travailler ensemble. ARP de Emmanuel Ilunga Kasongo soutient la révision constitutionnelle. Toutes mes excuses, un petit chat dans la gorge. Mais une révision qui doit tenir compte de tous, de l'intelligentsia congolaise. Et puis surtout, trouver des formules qui mettent tout le monde ensemble. Parce qu'il s'agit de la nation congolaise. Il s'agit de la nation d'aujourd'hui et de demain. Lorsque vous regardez, vous suivez les débats, vous écoutez des personnalités politiques, est-ce qu'il y a un débat d'élite, donc un débat des personnes instruites, des personnes nobles, ou il y a un débat des bas états? Moi, je vois des gens agités qui ne maîtrisent pas grand-chose de tous les aspects sociaux. Je vois des gens agités, tout ça. C'est un problème très sérieux. Il s'agit de l'avenir de la nation, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, et des enfants qu'on ne verra peut-être pas. Il s'agit de ça. Ce n'est pas un jouet qu'on est en train de faire là, ce n'est pas un jeu. C'est tellement sérieux que nous devons prendre tout au sérieux. Que je forme un front contre Tshisekedi. Tshisekedi a fait quoi? Tshisekedi lui-même, il a dit, je passerai. Il a dit, je passerai. Même quand je serai ex-président, j'aimerais bien vivre dans le Congo, aller n'importe où, calmement, tranquillement. Ça veut dire, son idée, c'est de bâtir des institutions tellement solides que les hommes vont s'effacer et on aura un État fort, pas les hommes forts. Mais je crois que c'est ça qu'il est en train de poursuivre. Le nouvel élan qui se montre favorable à la révision comme ARP fait un certain nombre de propositions. On vous a suivi tout à l'heure. Vous êtes en train de... comment on peut dire? Vous êtes en train de vous opposer à la fragmentation des provinces alors qu'il n'y avait pas assez de ressources. La misère bat son plein aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Le retour aux 11 provinces? Bon, vous savez, on peut réfléchir ensemble. Moi, personnellement, les 11 provinces, ça ne me dérangeait pas. On était dans un élan de décentralisation. Vous pouvez gérer les pays de cette manière-là. Aujourd'hui, on a des micro-ministres de ceci, des ministres. Dans les 26 provinces, on n'a que des ministres. C'est budgétivore. C'est budgétivore, qui ne servent à rien. Nous avons besoin des routes, des autoroutes, des chemins de fer. Ça, c'est le premier point. Et donc, moi, la fragmentation des provinces, personnellement, ça m'a dérangé. Parce que ça n'a favorisé que le tribalisme. La division. Ça n'a favorisé que ça. Quand les provinces étaient grandes, on pouvait nous retrouver dans un grand ensemble et réfléchir en commun. Même notre façon de réfléchir de l'époque, regarde les générations, était différente d'aujourd'hui. C'est tributaire de tout ça. Il y a des choses dans la Constitution qu'il faut modifier. Je prends les cas, comme ça me vient à l'idée, du Sénat. Le Sénat sert à quoi? À quoi ça sert le Sénat? C'est des budgets qui vont en l'air. Il faut éliminer les Sénats. On n'en a pas besoin. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Sénat. Alors, le système présidentiel, semi-présidentiel, qu'est-ce qui vous dérange? Mais le Sénat, moi je parle que du Sénat. Oui. Le Sénat ne sert à rien. L'Assemblée nationale, ou le Parlement, peut faire les deux boulots. Le Parlement peut faire les deux boulots. Sans problème. Parce qu'il n'y a pas de difficultés. Et ça nous coûtera moins d'argent. On garde les parlementaires et les sénateurs, il faut effacer ça. Ils ne servent à rien. C'était un lieu des sages à l'époque de la Grèce antique. C'était un endroit où les sages... C'est fini ça. Même la France
est en train de réfléchir comment éliminer le Sénat. Tous les grands États. Alors, si on termine par là, dans la démarche, processus amorcé, Félix Tshisekedi et ses hommes vous surprennent en touchant certaines dispositions constitutionnelles verrouillées. Oui. Comme par exemple le nombre de mandats. Le nombre de mandats, oui. Et qu'alliez-vous faire dans un tel contexte ARP? Deuxième question et la dernière. Au sein de l'Union sacrée elle-même, il y a des gens qui sont timides. On voit au Parlement, et surtout à l'Assemblée nationale, le speaker n'est pas très favorable à ces démarches. Les gros poissons au sein de l'Union sacrée ne se sont pas encore prononcés. Alors, on sent que certains ne sont pas chauds. Je vais vous dire une chose. Est-ce que Félix Tshisekedi va y aller seul? Je vais vous dire une chose. Vous savez, avec son UDPS. Vous savez, avec je vais vous dire une chose. Nouvel Élan et ARP. Très bien. Beaucoup de gens, ça c'est, je m'adresse au président. Beaucoup de gens sont autour du président, pas parce qu'ils aiment le président, non. Parce qu'ils veulent protéger leur précaré. Les mêmes qui disent au président qu'ils l'aiment, Fatih Béton, ceci, cela, ce sont les mêmes qui vont l'insulter demain. L'exemple est concret. Hein. Vous voyez ceux qui ont soutenu Kabila, où ils sont aujourd'hui. Vous voyez ceux qui ont soutenu Mobutu, où ils sont aujourd'hui. Il connaîtra le même sort. Donc les alliés du président, c'est le peuple. C'est ce que j'ai dit au président. Les alliés, vos alliés, en tant que chef d'État, c'est votre peuple. Battez-vous, bec et ongle, corps et âme, pour que le peuple mange, pour que le peuple se retrouve, pour que le peuple retrouve sa dignité. Mais il faut aussi un débat à l'interne. Maintenant, son union sacrée qu'il a créée. Je vais arriver. Il faut un débat interne. Je vais rebondir. Objectif. Je vais rebondir. Expliquer aux partenaires. Vous avez parlé démarche. Des articles verrouillés. Oui. Sur le mandat du président. Moi, je veux dire, le président, il peut ne pas se représenter et revenir 5 ans après. Il peut toujours être élu en fonction du travail qu'il va produire les 4 ans à venir. Vladimir Poutine avait quitté le pouvoir. Il y avait Medvedev qui avait pris le pouvoir. Mais il est revenu 5 ans après. C'est faisable. Ça a évité de cliver les gens, de créer des guerres inutiles, mais de préparer son retour. Le président de la République, son défi majeur aujourd'hui, c'est les 4 ans, à partir du 1er janvier jusqu'à la fin de son mandat. Ça, c'est les grands défis. Et là, il n'y a plus de complaisance. La place de la complaisance n'existe plus. Là, il doit entrer dans une matière solide. Plus question de complaisance, des ouvertures inutiles. Parce qu'il y a les jeux des partis politiques. Je vous ai soutenu pendant les élections. Voici, je te mets 2 personnes, tu donnes tel ministère de poids, de ceci. Les seules personnes qui ont élu le président de la République, c'est son peuple. Il a été accompagné par les partis, certes. Mais ses alliés, c'est le peuple. Parce que les partis ne représentent pas l'ensemble de pourcentages que le président a eu. Et donc, à partir de ça, l'allié principal qui domine le président, c'est son peuple. C'est le seul allié que le président doit écouter. Et s'il fait ça, je vous assure, vous verrez les résultats. Dans peu de temps, dans 5-6 mois, vous verrez beaucoup de choses changer. Parce que là, le président va donner des objectifs très clairs. Parce qu'il y a des gens qui se croient tout permis. Ils disent, oui, moi j'ai aidé le président, donc le poste que j'ai, c'est une récompense. Mais si je ne fais rien, le président n'a Salaki Boye. Donc, vous comprenez. Et là, le président doit taper du poing sur la table. Un changement radical. Comme on dit en français, un vol des tourneaux. C'est-à-dire un virage, vous retournez en arrière. Et vous faites autre chose, complètement. Merci Emmanuel Ilunga Kassouma. Je rappelle que vous êtes président national de l'Action républicaine pour le progrès, ARP. Vous êtes ancien ministre délégué des Affaires étrangères et puis ancien ministre des Affaires foncières. D'autres casquettes plus nombreuses ne cadrent pas avec ce magazine que nous avons eu le plaisir de vous livrer. Par des questions à lui dans un échange objectif. Voyons voir si dans les 4 ans à venir, si Félix Tshisekedi
redeviendra Félix Tshisekedi qu'on a connu pendant le premier mandat. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait contre le président? Ce n'est plus l'homme qui avait promis au stade qu'il a beaucoup appris de ses erreurs et qu'il promettait de changer le fusil d'épaule. Va-t-il changer en bien? Va-t-il prendre des décisions pour les religieux? Il faut la prière, prier pour lui afin qu'il prenne des bonnes décisions. Nous le croyons aussi que le président va surprendre de manière agréable et en bien. La position est connue, ARP soutient la révision constitutionnelle, mais de manière méthodique avec des propositions concrètes. Il s'est apaisanti sur les éléments que vous avez suivis. À très bientôt. Merci. Avec le même plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.